Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Ce week-end auront lieu les Journées du patrimoine et vous-même, Franck, vous serez dans ces studios demain samedi et après-demain dimanche pour raconter à nos auditeurs l'histoire d'Europe 1. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Nous allons nous retrouver en effet au studio Merlin demain à 16h15, enfin 16h disons, et après-demain dimanche à 14h. Alors il va falloir vous inscrire pour cela, soit via le club Europe 1, soit par mail à relations auditeurs, tout ça au pluriel et attaché, @europe1.fr. Et puis dans la limite des places disponibles, bien entendu, je serai heureux de vous raconter l'histoire de notre belle maison. En attendant, dès la fin de cette émission, je vais revenir sur les origines des notions de patrimoine et de monuments historiques. Oui, notre nouveau rendez-vous, ce sera tout à l'heure vers 3h-5. Pour le moment, vous nous parlez d'un des génies du XVIIIe siècle à l'occasion de l'exposition Soufflot, un architecte dans la lumière. Et oui, Jacques-Germain Soufflot, un de nos plus grands architectes, auteur du Panthéon à Paris, mais aussi de grands monuments lyonnais, dont l'Hôtel-Dieu. L'exposition qui lui est consacrée a pour commissaire Alexandre Gady, que je suis toujours très heureux de recevoir à ce micro, et en sa compagnie, on peut dire que c'est le grand goût des années 1750 que nous allons redécouvrir. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Au beau milieu du XVIIIe siècle, en 1750 exactement, règne en France le roi Louis XV. Louis le bien-aimé, comme on le surnomme, a 40 ans à ce moment-là, mais il règne depuis déjà 3 décennies, et sans qu'il puisse le deviner, il vivra encore un quart de siècle. Sa maîtresse en titre, qui est aussi sa confidente et sa conseillère, est une femme tout à fait extraordinaire. Nous avons eu l'occasion d'en parler un certain nombre de fois ici même. Femme très intelligente, née en dehors de Versailles et de la cour, dans la grande bourgeoisie financière de Paris. Elle est née Jeanne-Antoinette Poisson, elle a fait un joli mariage qui a fait d'elle Madame Lenormand d'Étiolles, et par faveur express du roi, elle est devenue à l'été 1745, l'été de Fontenoy, elle est devenue marquise de Pompadour. Les courtisans l'appellent simplement la marquise. Ils savent très bien qu'elle est à présent la femme la plus puissante du royaume, bien plus puissante en vérité que la reine elle-même. C'est elle, c'est elle qui fait tout. Elle fait nommer les ministres, et pour certains d'entre eux va mettre un terme à leur carrière. Elle oriente en grande partie la politique, notamment dans les relations très difficiles de la monarchie avec les parlements. Elle décide des alliances, de la paix, de la guerre. Elle fait et défait les différents cabinets, si l'on peut dire. C'est elle qui nomme, ou en tout cas c'est elle qui fait nommer à tous les postes importants. Or, cette charmante, cette brillante marquise de Pompadour a un petit frère, Abel, qui n'a pas 30 ans, mais qu'elle a fait nommer à la succession du poste très très envié de directeur général des bâtiments, jardins, arts et manufactures du roi. Autant dire que cet Abel sera très bientôt une sorte de super ministre de la culture. Problème, Abel, je vous l'ai dit, est bien jeune, sa culture n'est pas vraiment florissante, il a exactement 25 ans à l'époque dont je vous parle, son goût artistique reste entièrement à former. Eh bien, qu'à cela ne tienne, Madame de Pompadour ne sera pas longue à trouver la solution. Elle opte pour une sorte de formation accélérée, si j'ose dire, sur le tas. Elle décide d'envoyer son frérot, c'est comme ça qu'elle le nomme dans sa correspondance, elle décide de l'envoyer de l'autre côté des Alpes avec assez de lettres de recommandation pour se faire ouvrir les portes des plus fabuleuses collections. Vous allez partir pour l'Italie, lui a dit sa sœur. Vous allez faire le grand tour. Le grand tour, vous savez que c'était le terme en usage pour désigner justement cette sorte de grand voyage initiatique formateur à travers les grandes collections, les galeries publiques et privées, les plus beaux théâtres, les plus belles églises de la péninsule italique. Tâchez d'y apprendre à faire la différence entre le beau et le laid. Du reste, j'ai prié Monsieur Soufflot de vous accompagner. Monsieur Soufflot, l'architecte? À l'époque, le Lyonnais Jacques-Germain Soufflot n'est pas encore très connu, mais les gens cultivés ou simplement les personnes bien informées, notamment à la cour, savent qui est ce Soufflot. Ils savent qu'il possède un esprit encyclopédique, qu'il fait profession de nouveauté. Il aime l'innovation sur le chapitre des arts et nous allons voir jusqu'où. Monsieur Soufflot estime fini le temps du style rocaille, ce que nous appelons nous le style Louis XV. Il ne jure que par les formes épurées, droites, antiques que l'on qualifiera un jour
toujours de néoclassique, ce que nous appelons en gros le style Louis XVI. Madame de Pompadour, ne faisant jamais les choses à moitié, elle a souhaité, afin que le jeune Abel tire le maximum de profit intellectuel de toutes ses visites en Italie, elle a souhaité lui adjoindre avec Soufflot 2 autres compagnons de voyage qui, en matière de beaux-arts, sont parmi les plus avertis, les plus éclairés de cette France des Lumières, à savoir l'abbé Jean-Bernard Leblanc, qui est un critique d'art capable de faire comprendre à un esprit en formation, on va dire, qui sont les grands artistes et quelles ont été leurs intentions. Et puis, j'ai presque envie de dire surtout, le graveur Charles-Nicolas Cochin, qui est capable de repérer un chef-d'œuvre à 100 pas d'un seul coup d'œil. On peut dire qu'avec Soufflot, cela fait le trio idéal. Surtout, cela fait un trio très orienté dans un sens bien particulier. Et c'est tout le secret de ce voyage. On oublie souvent que la révolution politique de 1789 a été comme préfigurée dès le milieu du XVIIIe siècle par une révolution d'ordre esthétique. Un véritable basculement du goût, c'est l'entrée dans ce que nous appelons le néoclassicisme. Soufflot, Cochin, Leblanc dans une moindre mesure, cette triade fait partie des esprits très éclairés, des esprits d'avant-garde, qui sont pour un retour à l'antique. Cette triade rêvée, dont la marquise entoure son petit frère pour son beau voyage, va pouvoir très bientôt exprimer ses goûts à travers celui qui va devenir justement le directeur général des bâtiments. Alors, derrière un beau geste éducatif, il faut généralement chercher le puissant tuteur, en l'occurrence la puissante tutrice, cette Madame de Pompadour, et se demander pourquoi Madame de Pompadour a fait ce choix. C'est une des questions que je poserai tout à l'heure à mon invité. Il y a quelques années, à la bibliothèque historique de la ville de Paris, j'ai eu accès à une grosse liasse de lettres reçues, je dis bien reçues, par le jeune Abel de Vandières, c'était son nom pendant son périple à travers l'Italie. Ça m'avait donné l'envie, assez vite abandonnée je dois dire, d'en tirer une grosse nouvelle dont je vous livre les premières lignes pour vous mettre, si je puis dire, dans l'atmosphère de ce moment. Charles Cochin, dit le jeune, en dépit d'un âge déjà mûr, marchait sur ses 35 ans, il en savait assez long sur la vie pour tirer son épingle des jeux les plus ingrats. Dessinateur et graveur, à l'instar de son père et de sa mère, il maîtrisait supérieurement les 2 talents, mais il ne bornait pas son art à l'eau forte et à la taille douce. Mener carrière lui paraissait plus utile encore et personne ne savait mieux que lui jouer de l'opportunité. Une après-midi de 1749, le messager de la Providence lui apparut sous les traits d'un dignitaire. Monsieur de Tournehem était alors le directeur général des bâtiments et des académies du roi. Autant dire que rien de beau ne se créait dans le royaume sans son approbation. Qu'il fût parent de Madame de Pompadour, pour ne pas dire son véritable père, le rendait encore plus considérable aux yeux de l'habile graveur. Ce jour-là donc, un lundi pluvieux d'octobre, la berline de la surintendance avait fait une entrée tapageuse dans la cour de l'atelier parisien des Cochins. Le grand commis du roi, sombre et las, avait traîné sa pelisse jusqu'à l'âtre de la grande salle. Toussant et se frottant les mains devant le feu vif, il avait coupé court aux platitudes de Cochin. « Sa Majesté vous apprécie » avait-il glissé entre 2 quintes. L'artiste leva un sourcil noir étrangement mobile. « Voilà, commença vraiment l'autre. Vous savez sans doute que la marquise a fait nommer son frère à la survivance de ma charge. Le jeune Vandières est un gentilhomme convenable, mais il est bien court encore, et l'expérience lui fait entièrement défaut, surtout dans les choses de l'art. C'est ici, monsieur, que vous allez intervenir. » Europe 1, 14h, 15h. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Près de Jean-Philippe Rameau, les Indes galantes. Nous sommes cet après-midi au cœur de l'histoire de l'architecte Soufflot et c'est la suite de votre récit, Franck. Le jeune frère de Madame de Pompadour a beaucoup de chance. Il va donc partir en compagnie de 3 très grands esthètes pour ce voyage en Italie, avec en poche quelques sésames pour se faire ouvrir les palais, les galeries, les cabinets de curiosité de ce que l'Europe de l'époque compte de plus riche, de plus inépuisable en fait collectionneur. Quand vous arrivez et que vous êtes quasiment, d'une certaine manière, le beau-frère du roi de France, vous imaginez que toutes les portes s'ouvrent grand devant vous. C'est extraordinaire ce qui va se passer. C'est-à-dire que pendant 18 mois, Abel de Vandières et ses 3 mentors, dont le grand architecte Soufflot, vont pouvoir accéder à tout ce qui peut se faire de plus extraordinaire en fait de collection, et notamment de collection
d'antique en Italie. Alors il faut imaginer leur berline de voyage, suivie d'ailleurs d'une autre voiture avec tout le nécessaire. Il faut l'imaginer cahotant sur les chemins. Elle quitte Paris au petit matin du vendredi 20 décembre 1749. Je vous fais grâce de l'interminable route hivernale jusqu'à Lyon. Pourquoi Lyon ? Mais parce qu'on passe à Lyon pour récupérer Soufflot, évidemment, et puis de Lyon à Lens-le-Bourg et au-delà du Mont-Cenis sur des routes de moins en moins sûres et de plus en plus enneigées. En vérité, ce voyage jusqu'au paradis des arts va se révéler assez éprouvant. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Les auberges sont incommodes, les matelas que l'on offre aux voyageurs, même dans les meilleures auberges, sont souvent garnis de punaises, les routes sont semées de fondrières, les repas, lorsqu'on en prend, sont souvent des repas de fortune, et puis on voyage en l'occurrence en plein hiver. Donc il faut imaginer le froid, l'humidité, le gel même, qui sont inhérents à la saison. On peut dire que dans ces conditions, nos 4 voyageurs n'en goûteront que mieux le soleil du midi lorsqu'il finira par se montrer. Le 24 janvier, ils parviennent enfin à Turin à la tombée de la nuit et dans ce jour déclinant, le premier aperçu qu'ils ont de la capitale lombarde laisse les voyageurs confondus. Vous savez, ça fait toujours cet effet la première fois lorsqu'on arrive en Italie. D'abord, cette lumière si pure, si nette, ces couleurs qui vous enchantent au sens propre et qui font chanter quelque chose en vous, le roulement de bruits joyeux, ce mélange unique de très grande tenue, puisque le moindre immeuble a ses pilastres, ses frises, son fronton, et en même temps de grands relâchements. Les longs vélums aux fenêtres sont souvent déchirés, il y a partout cette espèce de pittoresque, mais pittoresque ne veut pas dire laideur, loin de là. Même dans la plus lépreuse des petites cours, vous pouvez trouver ici de la beauté. Et puis bien sûr les palais, les jardins, les perspectives, les ruines aussi qui vont jouer un rôle si important dans ce voyage, les jolies tavernes, des langues variées au XVIIIe siècle, des mœurs exotiques, un mélange d'étrangeté superficielle et au fond de très grande familiarité. Tous romains, en fin de compte, semblent dire aux voyageurs les merveilles inépuisables qu'ils ne cessent de découvrir. Alors, sur n'importe qui, l'effet de toutes ces beautés est assuré. Sur le jeune Abel Poisson de Vandières, sur le futur marquis de Marigny, sur le frère de Madame de Pompadour, il va être puissant, que dis-je, il va être historique. De Turin, nos voyageurs descendent vers Milan, où ils arrivent en février, puis de Milan à Parme. Ils vont rester un long moment à Parme. Alors, ce qui est très intéressant, c'est d'ouvrir le catalogue que Cochin a tiré de ce voyage et dans lequel il relève point par point, œuvre après œuvre, toutes les merveilles qu'il découvre, avec souvent le point de vue de nos 4 amis, avec souvent les commentaires de Soufflot notamment sur les découvertes qu'ils peuvent faire. De Parme, on prend la direction de Rome, et alors là, ça va être un très long séjour, puisque de mars à mai, Vandières et ses compagnons demeurent à Rome. Alors, Rome, vous voyez ce que ça veut dire, bien entendu. Rome, c'est bien entendu l'Académie de France, où ils sont reçus par le peintre de Troyes, qui à l'époque en est le président. Rome, c'est le Vatican. Le pape les reçoit et les bénit, mais surtout, il leur ouvre les portes de collections d'antiques absolument extraordinaires. Et puis, ce sont toutes les grandes collections privées romaines. On parle toujours des colonnats, par exemple, mais il n'y a pas que les colonnats. Ce que découvrent nos visiteurs est tout à fait magnifique. Et puis, on est à Rome, donc il y a les ruines. Alors certes, les ruines romaines n'ont pas encore pris la dimension que leur donneront les fouilles du XIXe siècle. Et pour l'instant, il y a quelque chose de très abandonné, de très naturel, en quelque sorte, dans les vestiges que découvrent nos 4 Français. Néanmoins, elles sont tellement impressionnantes, elles sont d'une telle dimension, elles sont d'une telle présence qu'elles vont jouer sur l'esprit d'Abel et sur celui, disons-le aussi, de ses 3 compagnons. Soufflot ne fait pas à Rome son premier voyage à ce moment-là. Il était déjà venu des années auparavant, et d'ailleurs il avait fait ce voyage à l'époque quasiment en cachette. Il était parti contre l'avis de ses parents, qui voulaient pour lui une carrière beaucoup plus tracée. Il était venu comme il le pouvait, comme on fait quand on a 20 ans en quelque sorte. Il y a quelque chose de picaresque dans le premier voyage de Soufflot en Italie, et surtout il y était venu avec déjà chevillé au corps cette passion de l'architecture qui ne le quittera jamais. Il avait passé beaucoup de temps à Rome, il avait même intégré l'Académie de France. Alors ça, c'est assez extraordinaire parce qu'il était entré à l'Académie de France à Rome sans jamais avoir reçu le prix de Rome, ce qui est quand même une particularité, mais il avait été reçu parce qu'il avait le feu, qu'il avait la connaissance, qu'il avait tout le potentiel
potentiel souhaitable. Quand il était rentré en France, c'était en quelque sorte avec la conscience qu'il y avait beaucoup à faire et que l'art était à réformer. Cette idée, cette certitude, Soufflot n'allait pas tarder à la faire partager à celui qui allait devenir non seulement son élève, mais en quelque sorte son instrument politique, le frère de la Pompadour. Évidemment, Monsieur de Vandières va servir au dessein de Monsieur Soufflot. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et nous sommes toujours cet après-midi au cœur de l'histoire du grand architecte Soufflot. C'est la dernière partie de votre récit, Franck. Abel de Vandières, le frère de Madame de Pompadour, n'a pas les yeux assez grands pour admirer tout ce que Rome peut lui proposer. Il ne reste pas très longtemps lui-même à Rome, puisque dès le mois de mai, il fait un voyage jusqu'à Turin pour assister à un mariage royal. Il fait ce voyage seul, en tout cas Soufflot ne l'accompagne pas là-bas. Et puis de Turin, il passe par Gênes, il visite longuement Gênes, il revient à Rome au creux de l'été, et à ce moment-là, c'est l'époque où les papes, vous savez, ne restent pas dans la ville éternelle pour l'été, il y fait trop chaud, ils vont s'installer à Castel Gandolfo. C'est ce que fait également Abel et c'est ce que font ses compagnons, après quoi les voilà qui descendent vers le sud et à la fin du mois de septembre, au mois d'octobre, en novembre, on les retrouve à Naples, on les retrouve dans les toutes nouvelles fouilles qui viennent d'être faites à Herculanum. Ça c'est très important parce que là on entre en quelque sorte de plein pied dans cette antiquité romaine qui leur offre de nouveaux modèles esthétiques. Et puis surtout, ils vont descendre jusqu'à Paestum, donc au sud de Naples, pour relever les temples de la Grande Grèce. Ça, c'est assez important. Fameux temple qui déjà avait été découvert. On peut dire que toutes ces découvertes vont avoir un effet très important sur Soufflot lui-même, qui avait déjà sur l'architecture antique des idées bien arrêtées, mais qui là devient un véritable amoureux de ce qu'il découvre. Il se trouve que Soufflot est fatigué, qu'il est malade. Est-ce que c'est une maladie diplomatique ou est-ce que c'est la réalité? Toujours est-il qu'il va en profiter pour se faire excuser. Il envoie 2 belles lettres à la marquise et rentre chez lui tranquillement à Lyon, ce qui veut dire que Abel et les 2 compagnons qui lui restent feront la suite du voyage, notamment jusqu'à Florence, Bologne, Venise, Padoue, Vicence, toutes ces merveilles. Et puis le deuxième voyage de Venise à Gênes, avant de prendre le bateau pour Marseille, ils feront toute cette partie-là du voyage seuls, sans l'architecte lyonnais qui déjà de son côté a repris ses travaux. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette affaire, c'est que le marquis de Marigny, car ça va être bientôt son titre, lorsqu'il achève son voyage, se trouve immédiatement en position de le mettre en pratique, car il se trouve que son fameux oncle, le Normand de Tournehem, vient de mourir et qu'il est nommé très tôt, il est nommé dès son retour directeur général des bâtiments du roi. C'est assez extraordinaire de voir qu'il va être en mesure d'appliquer toutes les leçons qui viennent de lui être données par ses 3 mentors et qu'il va être en mesure surtout de donner enfin à l'architecte Soufflot le poste qu'il méritait en quelque sorte. Bonjour Alexandre Gady. Bonjour. Soufflot fait donc l'objet de cette grande exposition sur laquelle nous allons revenir en détail tout à l'heure, mais pour achever, pour conclure ce voyage, est-ce qu'on peut dire qu'il a en quelque sorte posé des jalons pendant les nombreuses visites d'Abel de Vandières en Italie? Alors je crois que le jalon principal qui a été posé, il avait, vous l'avez rappelé, une très bonne connaissance de l'Italie où il était parti dans des conditions... Pendant presque 4 ans. 4 ans, rocambolesques, contre l'avis de son père et vraisemblablement avec l'argent de la famille, oui. D'après la légende familiale. Mais ce qui me paraît décisif dans le voyage de 1750, c'est la familiarité avec le prince. C'est-à-dire que Marigny et Soufflot sont liés d'amitié. Marigny d'ailleurs a une expression assez jolie, il l'appelle mes yeux. Quand il veut savoir, mes yeux, que pensent mes yeux, si j'ose dire. Mes yeux, c'est-à-dire qu'en fait, pour lui, Soufflot est son propre regard. Voir à travers Soufflot, voilà. Et donc, cette proximité va lui permettre de rebondir, parce que la carrière de Soufflot est une chose assez merveilleuse. C'est un enfant d'une grande famille, c'est l'aîné de 13 enfants. Le père fonde tous ses espoirs sur la reprise des petites charges d'officiers de justice du village d'Irancy, donc pas du tout de déterminisme. C'est pas une famille de maçons, c'est pas une famille d'architectes. On va revenir sur la famille et sur les origines de Soufflot, mais avant j'aimerais qu'on achève ce voyage en quelque sorte. Paestum n'était pas prévu au départ, et c'est la grande découverte de ce voyage. C'est-à-dire que là, on se retrouve face au style dorique dans ce qu'il a de plus pur, en quelque sorte. Et de plus archaïque, le fameux dorique sans base, les colonnes reposent directement sur le pied du temple sans passer par la médiation de cet élément qu'on appelle la base. Et les temples venaient d'être étudiés, donc les Français
sont dans une compétition, parce qu'il faut penser que par rapport à la Renaissance, le champ archéologique, si j'ose dire, sans mauvais jeu de mots, s'est élargi, que maintenant on peut aller en Grèce, que maintenant on peut aller en Sicile, facilement, si j'ose dire, que toute la situation politique et diplomatique de l'Europe des Lumières fait que on regoute au rêve antique qui avait animé la Renaissance. Alors Soufflot descend. Dans le voyage, on lui avait demandé spécifiquement de s'occuper des théâtres. Naturellement, ce qu'il ne fait pas seulement. Il s'occupe beaucoup des églises. Et c'est-à-dire qu'en fait, Louis XV, à cette époque, songe à construire un grand théâtre à Versailles, qui ne sera construit d'ailleurs qu'en 1770. C'est la fameuse histoire du théâtre royal, voilà. Et il demande, par la voix de Madame de Pompadour, il fait demander à Soufflot de relever un certain nombre de grandes salles italiennes, notamment le théâtre de Turin, pour avoir des modèles à appliquer en France, en fait. Absolument. Là, on est dans une situation où on se sent encore un peu dépendant de l'Italie, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres domaines de l'architecture. Mais Soufflot va faire aussi, et là je crois qu'il faut compléter le récit qui était très juste sur l'antique par la passion du gothique. Parce que l'autre caractère de Soufflot qui est incroyable pour nous, c'est la passion pour le Moyen-Âge, la construction médiévale. Et il relève notamment, par exemple, le dôme de Milan qui le fascine, comme il avait fasciné d'ailleurs des architectes du temps de Louis XIV. Relève, c'est-à-dire dessine, comme on dirait. Dessine et essaye de comprendre la structure même de l'édifice qui est très complexe et qui n'était pas achevé à ce moment-là. Alors évidemment, il y a dans cette coïncidence historique quelque chose de magique, puisque les 4 amis se sont promenés pendant 1 an et demi en Italie. Ils ont vu ce qu'il y avait de beau, ils ont accompli une sorte de voyage idéal. Et de retour en France, ils vont pouvoir mettre tout ça en application. Avant cela, j'aimerais qu'on revienne sur la carrière de Soufflot, sur sa vie, sur son incroyable destinée. C'est ce que nous faisons en votre compagnie, Alexandre Gady, dans un instant. Franck Ferrand, 14h, 15h, sur Europe 1. Et nous sommes toujours cet après-midi au cœur de l'histoire de l'architecte Jacques-Germain Soufflot avec vous, Franck Ferrand, et votre invité, Alexandre Gady, professeur d'histoire de l'art moderne à l'université Paris 4 Sorbonne, spécialiste de l'architecture et de l'urbanisme du XVIIe et XVIIIe siècle. Alors, on ne l'a peut-être pas suffisamment dit, mais c'est en même temps un tricentenaire que nous célébrons avec cette émission sur Soufflot, Alexandre Gady. Oui, c'est d'ailleurs ce qui a motivé la commande de l'exposition que j'ai eu la chance de pouvoir réaliser dans le Panthéon, donc dans le chef-d'œuvre de Soufflot, puisque c'est le tricentenaire de sa naissance. Il y avait 1713. 1713. Il y avait déjà eu une très belle exposition en 1980. Peu de gens peut-être s'en souviennent maintenant pour le bicentenaire de sa mort. Donc vous voyez, la République et la France honorent Soufflot comme il se doit. C'est un personnage quand même assez fascinant de l'histoire de l'architecture française. Alors, ce personnage fait l'objet de toute une exposition dans ce qui reste son chef-d'œuvre, c'est-à-dire ce que nous appelons nous aujourd'hui le Panthéon. On va la visiter en votre compagnie, cette exposition, dans un petit moment. Avant cela, il faut qu'on revienne sur ses origines. Vous nous en avez dit tout à fait quelques mots tout à l'heure et je vous ai interrompu parce que je voulais qu'on achève le voyage du marquis de Marigny. D'où vient-il ce Soufflot? De quelle famille est-il? Alors, c'est une vieille famille bourguignonne. Son père est un petit officier de justice à Irancy et une famille solide, très unie. L'aîné de 13 enfants, donc on peut imaginer ce que se représente cette famille. Et il y a des mystères qui entourent sa formation. Vous allez me dire, c'est le propre de tous les grands artistes. La tradition familiale fait qu'il aurait fait des études à Paris, où il aurait contracté le virus de l'architecture. Son père le destinait à des études de droit. Passe ton bac d'abord, on pourrait dire. Et puis finalement, une somme d'argent qu'il doit déposer dans une sorte de banque. Et puis avec cet argent qu'il a dans les mains, il se dit au fond, est-ce que je ne pourrais pas assumer ma passion? Et le départ en Italie sur un coup de tête. Alors là, il y a certainement une part légendaire. Donc attention, on parle bien là du premier voyage qu'il avait fait il y a une vingtaine d'années. Il a 20 ans, ça l'amène en 1734 à Rome. Et là, premier coup de théâtre, parce que la vie de Soufflot en est remplie, le voyage de 50 en est un autre exemple. Il se présente à l'Académie de France, qui est à l'époque, non pas à la Villa Médicis, mais sur le Corso Palais Mancini, l'actuelle Banca di Sicilia, et on lui trouve une bonne figure, du talent, hop, il est agréé, alors qu'il n'a jamais fait aucune étude d'architecture. Il n'a pas passé le prix de Rome. Non, absolument pas. Il rencontre l'architecte qui a lui le titre, qui est François Franck. Il est avec Subléras, il est avec toute cette génération-là, mais lui, il est là comme un favori, n'est-ce pas? Et toute sa carrière, ce qui est frappant avec Soufflot, elle est jalonnée de ses amitiés, de ses protections, de ses coups de théâtre, qui fait que pour quelqu'un qui n'avait aucune formation d'architecture, aucun appui familial, venant d'une petite province, il est devenu le premier à Paris. Et ça, c'est rarissime dans l'histoire française que ce soit un provincial qui dame le pion aux Parisiens. Oui, mais parce qu'il va bénéficier là de la fameuse protection de Marigny. Ouais. Bon, alors, avant d'en arriver là, il va, de retour de Rome, mener une grande carrière à Lyon, bien entendu. Alors, il choisit pas de s'installer à Paris. Il aurait pu tout à fait en revenant d'Italie, parce qu'il y avait... Mais peut-être, comme disait l'autre, il vaut mieux être premier dans son village que le deuxième à Rome. Oui. Et donc, il choisit Lyon, qui est une ville à ce moment-là en pleine expansion, et dans laquelle il va donner 3 grands monuments qui vont faire sa réputation. Les 2 premiers avant le départ du voyage avec Marigny, l'Hôtel-Dieu de Lyon, dont on parle beaucoup en ce moment parce qu'il est en cours de transfiguration, restauration, sûr, oui. Avec cette grande façade déclamatoire sur le Rhône qui va
le faire connaître dans toute la France et l'Europe, parce que Soufflot est très malin et il prend soin systématiquement de faire graver ses œuvres d'architecture. Un bâtiment d'un architecte, on ne peut le connaître à l'époque que si on se déplace. Ou alors dans les livres, si ces livres sont illustrés. Donc Soufflot va s'acoquiner avec les meilleurs graveurs d'architecture, et notamment l'homme qui va le remplacer en Italie, qui s'appelle Jérôme Bellicard. Et Bellicard va tirer de la Loge au Change, le deuxième édifice construit par Soufflot à Lyon, qui subsiste encore, qui est un temple protestant. Comme Blondel, le grand Blondel, va tirer de l'Hôtel-Dieu des planches gravées absolument superbes, qui sont dans l'exposition. Presque plus belles que l'original. Oui. Et qui circulent, parce qu'on sait par exemple que ces planches se trouvent dans les meilleures bibliothèques d'architectes d'Europe, qu'elles vont avoir un rôle à la fois de propagande, si j'ose dire, pour Soufflot, mais aussi de modèle, puisque l'Albergo dei Poveri de Naples est un monument qui doit quelque chose à l'Hôtel-Dieu de Lyon. Est-ce que la tradition italienne de Lyon n'est pas particulièrement propice à la nouvelle architecture qu'essaie d'imposer Soufflot? Est-ce que finalement, il n'y a pas là quelque chose? On est à mi-chemin entre le style français et l'influence italienne, peut-être? Clairement, le choix de Lyon est assez habile, parce qu'effectivement, on est à la croisée des deux mondes. Ça reste une très grande ville avec une très grande bourgeoisie. Ça a très longtemps été une ville d'influence italienne. Il faut absolument. Dire. Et quand on voit le Palais Saint-Pierre, on voit très très bien cette influence. Mais attention, là je ferai un bémol. L'Hôtel-Dieu de Lyon, avec son grand dôme à la française, ça c'est une page vraiment monarchique. Soufflot sait très bien que cette façade, c'est la grande façade vers l'Italie, justement, la façade d'entrée dans le royaume, quand on arrive à Lyon, et il va lui donner un caractère royal avec ce dôme qui est pris carrément au Louvre et aux Tuileries, donc une citation très très identifiable par les contemporains, des fleurs de lys cachées dans les ordres ioniques de la façade, un style assez monumental, très Jules Hardouin-Mansart, et ça, évidemment, les contemporains sont très étonnés. C'est un monument, quand vous le regardez, qui pourrait être de 1680 ou de 1780. Vraiment, c'est un édifice incroyable. Et il est dessiné en 1739. Alors, l'hôpital, la loge, le théâtre aussi. Et enfin, le théâtre, au retour de Lyon, au retour de Rome, avec Marini, il va construire ce qu'il appelait mon enfant le plus cher, le théâtre de Lyon 1755, qui est le premier théâtre français totalement isolé sur ses 4 façades, donc un objet théâtre, ce que Daniel Rappeau appelle joliment le théâtre temple. On est 10 ans en retard par rapport à Frédéric II à Berlin, mais bien sûr ça donne le branle à tous ces grands théâtres, Besançon, le Doubs, Victor-Louis, Bordeaux, etc. Mais tous les fameux grands théâtres de la fin du règne de Louis XV vont s'inspirer en quelque sorte de ce qu'avait fait Soufflot à Lyon. Ouais. Et donc c'est à ce moment-là que lui arrive ce courrier indiquant que la marquise de Pompadour aimerait bien qu'il accompagne son frère en Italie. Est-ce qu'il avait déjà des liens avec la cour? Ça ne s'est tout de même pas fait comme ça. Pourquoi Madame de Pompadour a-t-elle jeté son dévolu sur cet architecte lyonnais? Alors là, il y a un canal supplémentaire qu'il faut ajouter dans les protections merveilleuses. C'est le cardinal archevêque de Tencin, Monseigneur de Tencin, le primat des Gaules, qui va protéger à son tour Soufflot, qui lui commande des travaux au Palais Saint-Jean, au château d'Oulins, qui est le château des résidences d'été des archevêques, et qui va, par sa sœur, Madame de Tencin, les salons parisiens, Madame Geoffrin, salon, bien sûr, l'amener, malgré sa position lyonnaise, à devenir une figure qui est connu, vous l'avez dit, des milieux de la cour et des amateurs éclairés de la nouvelle politique que pousse Madame de Pompadour. En fait, on assiste, comme à la Renaissance, contre le gothique, à un coup d'État. Coup d'État intellectuel contre le rocaille, qui triomphe, et il y a une toute petite coterie de gens qui décident que ça doit finir, et qu'il faut faire machine arrière, non pas tant d'ailleurs machine arrière à l'Antiquité, que machine arrière au grand goût, c'est-à-dire le siècle de Louis XIV. Parce que l'obsession, c'est de revenir à la grandeur de cette France qui est très clairement, pour tous les observateurs, en perte de vitesse. On est au moment de la publication du siècle Louis XIV de Voltaire et tout ça, donc ça joue bien. Absolument, et Voltaire, comme le montre bien Marc Fumaroli, Voltaire est un de ces agents de renversement du goût rocaille qui est en pleine floraison. Et il ne faut pas oublier le rôle qu'a joué en 44 et 45 Voltaire, justement, et aussi le cardinal de Bernis, qui est également un grand amateur, auprès de Madame de Pompadour. Ce sont eux qui l'ont formée, en quelque sorte. Elle est née dans la grande bourgeoisie, même si elle est née dans la partie la plus pauvre, on va dire, de la famille, mais elle est née dans la grande bourgeoisie de finance parisienne. Elle est donc, elle, à la pointe de ce qui se fait de plus neuf en matière d'art et de goût. Il faut peut-être expliquer ça, parce que sinon on ne comprend pas pourquoi elle exercerait un tel magistère. Elle a été bien formée, si je puis dire, Madame de Pompadour. Et puis, elle a pour son amant et son confident une grande ambition. Pour le roi, donc. Pour le roi, une grande ambition. Notamment, quand on voit l'affaire de l'école militaire, elle le tympanise littéralement, parce qu'elle pense qu'après les Invalides, dans la plaine de Grenelle, il faut le grand monument du siècle de Louis XV. Et donc, elle a une sorte d'ambition pour deux. On connaît le caractère plus nonchalant, plus difficile de Louis XV. Et donc, les arts, par Marini,
vont se mettre au service de cette restauration royale, et notamment ce qui est très frappant, c'est la reprise en main de la politique parisienne. Paris est complètement à volo, la monarchie n'a rien fait à part la fontaine de la rue de Grenelle pendant 3 décennies. Il est temps de remettre vraiment la monarchie au cœur de Paris, qui commence à se détacher de la couronne, et 4 chantiers symboliques. La place Louis XV, notre place de la Concorde, le dégagement de la colonnade du Louvre, capitale confiée à Soufflot et Gabriel. Pour redonner justement la majesté de la colonnade de Perrault. Absolument, que personne n'avait jamais vue, puisqu'elle était cachée par des maisons. L'école militaire, je viens de le dire, et le 4e chantier pour lequel le premier architecte a été écarté sans ménagement par Mérigny. L'église Sainte-Geneviève. L'église Sainte-Geneviève, la grande déclaration monarchique et catholique de Louis XV face aux premières grandes critiques contre le système. Alors cette église Sainte-Geneviève, on peut dire que c'est le plus grand chantier de la fin du règne. C'est fondamental. Oui, c'est non seulement le plus grand chantier de la fin du règne, mais c'est le plus grand chantier de la deuxième moitié du siècle pour Paris et pour la France. Et Louis XV va tenir la barre jusqu'à sa mort. Et, chose que je montre dans l'exposition qu'on n'a peut-être pas assez vue jusqu'à présent, le jeune roi passionné de toutes sortes de sciences qu'est Louis XVI va lui aussi à son tour, jusqu'à la mort de Soufflot, soutenir le projet contre les attaques violentes dont fait l'objet Soufflot. Et même après la mort de Soufflot, va exiger l'achèvement de l'édifice selon les pensées du grand architecte. Alors pour résumer un peu toute cette espèce de complot d'esthètes, il faut bien dire que Madame de Pompadour, bien formée, entourée de tout un ensemble de figures très éclairées, va faire confiance à des personnalités comme Soufflot pour réformer le goût, laisser de côté le style rocaille et aller vers une sorte de grandeur Louis XIVienne qui renoue avec l'antique, en quelque sorte. Il ne faut pas oublier d'ailleurs dans ce complot, si je puis dire, le rôle de Tournehem, qui a été le prédécesseur de Marigny à la direction des bâtiments et qui lui-même aimait ce qu'on appelait à l'époque le goût grec. Il y avait cette volonté de retour à la pureté classique et aux colonnes, etc. Il y a donc cette volonté de tous ces gens de donner au règne de Louis XV une nouvelle grandeur à travers un style qui s'inscrive dans l'éternité en quelque sorte. Au passage, est-ce qu'on peut dire, Alexandre Gady, mais ça c'est une question, voilà, je vous demande ça comme ça, est-ce qu'on peut dire qu'on a un peu perdu un peu de grâce, un peu de finesse, un peu de la subtilité de toute la première période du règne de Louis XV avec tout ça ? C'est toujours le problème des grandes déclamations. Est-ce que les intellectuels doivent se mêler d'architecture ? Ce qui est sûr, c'est que beaucoup de critiques qui n'ont pas aimé le Panthéon pensaient que c'était un monument éclectique. Je crois que c'est vraiment une grosse erreur. C'est un monument syncrétique. Parce que l'ambition de Soufflot, comme Marigny se méfie de l'Antiquité. Le Panthéon, parce que cette église Sainte-Geneviève, évidemment, à la Révolution, elle va devenir le Panthéon. C'est ça dont on parle. C'est bien Sainte-Geneviève. Mais chez Soufflot, il y a l'idée que Sainte-Geneviève sera la synthèse de l'Antiquité, du Moyen-Âge, de la Renaissance. La colonnade à l'antique, la structure gothique, le grand dôme à la romaine du XVIe siècle, et tout ça fait un monument dans lequel il essaye de projeter l'architecture française. C'est pour ça que c'est un monument à la fois compliqué à comprendre, je crois, et si difficile quand on le découvre pour la première fois. Alors ce Panthéon rend, pour le tricentenaire de la naissance de Soufflot, rend hommage à son père grâce à une exposition dont vous êtes le commissaire. Cette exposition, nous allons, si je puis dire, et au moins par la pensée, la visiter en votre compagnie, Alexandre Gady. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Un extrait du concerto pour viola d'Amore de Vivaldi. Nous sommes au cœur de l'histoire de l'architecte Jacques-Germain Soufflot avec vous, Franck Ferrand, et votre invité Alexandre Gady, professeur d'histoire de l'art moderne à l'université Paris 4 Sorbonne. Il y a 300 ans naissait Jacques-Germain Soufflot, l'architecte lyonnais devenu architecte parisien, puisqu'il est l'auteur d'un des plus grands monuments de Paris, cette église Sainte-Geneviève devenue le Panthéon à tous les grands hommes, la nation reconnaissante, la patrie, je crois. C'est ça le terme, la patrie reconnaissante. Alors, on ne va pas raconter maintenant l'histoire du Panthéon. D'ailleurs, on l'a fait dans le cadre d'une autre émission. Ce que j'aimerais, avec vous, Alexandre Gady, c'est que vous nous expliquiez ce qu'on va pouvoir voir dans cette exposition. Est-ce que d'abord, on raconte un peu la vie de Soufflot ? Alors, en fait, c'est bien une exposition sur Soufflot et pas seulement sur le Panthéon, même s'il y a une grosse actualité avec la restauration monumentale, en ce moment, très impressionnante du dôme. Donc, il s'agit bien de la vie de Soufflot dans son ensemble et de toute son œuvre. Et pas seulement, bien sûr, de cette fameuse église. Donc, c'est une exposition que j'ai conçue, comme souvent, avec un certain nombre d'accès pour le public, beaucoup d'œuvres qui sont différentes, tableaux, dessins, gravures, maquettes, sculptures, pour que varier un peu les plaisirs, et puis créer un peu un effet de 3 dimensions, qui est le propre de l'architecture. Mais on a la chance aussi d'être dans l'édifice. Certains se souviennent peut-être qu'il y avait eu l'année dernière une exposition Jean-Jacques Rousseau dans le Panthéon. On avait construit des boîtes, donc j'ai réutilisé une de ces boîtes. C'est une expo bio, on a recyclé, et je me suis glissé Signe des temps. Absolument, je crois, on peut le dire, mais c'était compliqué
compliqué évidemment de concevoir une exposition dans les murs d'un autre, si j'ose dire, mais on a réussi, j'espère, ce tour de force parce que on a à la fois un récit chronologique, on comprend d'où on part et j'espère on voit où on aboutit, mais il y a aussi une approche plus thématique, alors forcément un petit peu plus compliquée, mais où on essaye d'expliquer justement les enjeux qui entourent l'œuvre de Soufflot, ce qu'on disait il y a un instant, c'est-à-dire ses ambitions, ses modèles, ce qu'il appelait ses autorités. Ses origines bourguignonnes, sa carrière lyonnaise, évidemment. Bien sûr, il y a une salle entière consacrée à Lyon. Le musée Gadagne a été très généreux avec nous, qui avait lui-même organisé l'année dernière une exposition sur les Lumières à Lyon. Le musée Carnavalet, le musée du Louvre ont été des prêteurs, évidemment, la Bibliothèque nationale, les Archives nationales qui conservent beaucoup de plans originaux de Soufflot, contresignés par le roi. C'est toujours très émouvant, évidemment. Les plans pour des projets non réalisés, comme la place royale de Reims, qui avait été demandée par Marigny à Soufflot. Finalement, elle a été faite par le gendre. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que pendant très longtemps, quand je dis très longtemps, pendant plusieurs mois, Marigny a cherché les moyens d'attirer Soufflot dans la capitale. Soufflot était bien ancré à Lyon, il n'avait pas forcément l'intention d'en partir en quelque sorte, et Marigny ne savait quoi faire, quel projet lui proposer pour le décider à rejoindre la capitale. Et puis finalement, en 1755 seulement, c'est-à-dire 4 ans et demi après le retour de tout le petit groupe d'Italie, et après la nomination de Marigny à la tête des bâtiments du roi, en 1755, Soufflot veut bien venir à Versailles et enfin s'occuper d'affaires centrales et royales. Mais on peut le comprendre parce que il était très implanté, vous l'avez dit, à Lyon, où il avait vraiment tout le monde à ses pieds. Or à Paris, le poste de premier architecte, la charge est occupée par Gabriel, qui n'a pas du tout l'intention de la laisser. Très important. Ouais. Gabriel est aussi directeur de l'Académie royale, dans lequel quand même Louis XV a fait rentrer Soufflot. En 1749, il est entré à l'Académie. En 55, il devient académicien de première classe. Mais enfin, s'il monte à Paris et que tout le système est contre lui, lui qui n'est pas du Sérail, qui n'a pas passé le concours, qui n'a été à Rome que par ses propres moyens, donc en fait le court-circuit... Un petit peu l'autodidacte de service. Voilà, et donc le court-circuit de la faveur le décide à monter vraiment quand la commande arrive. C'est à lui qu'on va confier cette église, alors que Gabriel pouvait légitimement penser qu'elle lui reviendrait. D'ailleurs, il est assez piqué. Et d'ailleurs, je dois dire, à la décharge de Marigny, qu'il a bien fait, parce que Gabriel, dont on admire tant l'œuvre civile, n'est pas un très grand architecte en matière religieuse. Soufflot, lui, peut donner l'échelle de l'ambition de Marigny. Alors cette ambition, elle va les dépasser, vous l'avez dit. Quel paradoxe que les révolutionnaires se soient avisés que c'était là qu'il fallait faire le panthéon laïque et civique des grands hommes, parce qu'au fond, cette église, elle avait brûlé les étapes des réformes. Donc Soufflot s'est embarqué avec Sainte-Geneviève dans une ambition tout à fait extraordinaire. Et puis c'est la première fois en Occident, nous on est un peu blasés, parce qu'on en a vu beaucoup dans les gares, dans les préfectures, qu'on a un grand fronton porté par 8 colonnes monumentales, comme ça, en façade, un grand portique. Donc grand fronton, grand péristyle, grande coupole, avec un dôme visible de très loin, tout ça est très monumental. L'échelle de Sainte-Geneviève est gigantesque en réalité. C'est, si j'ose dire, le Sacré-Cœur du XVIIIe siècle. Sur le point le plus haut, l'église la plus visible. Alors vous montrez dans l'exposition toute la dimension d'innovation technique qui était celle de Soufflot, c'est-à-dire que il ne fait pas que retourner à ces grands modèles, il invente une nouvelle architecture. Oui, parce qu'il est en fait prisonnier des matériaux. Au XVIIIe siècle, la pierre, le bois, le plâtre, l'ardoise, on ne peut pas en sortir. Et donc, pour les portées gigantesques des voûtes qu'il va concevoir et lancer en l'air, il a l'idée d'utiliser le système du Moyen-Âge, donc les arcs-boutants, les contreforts, les pinacles, tout ça sous le masque grec. Mais il a aussi l'idée qu'il faut ferrailler la pierre. Donc, il va ferrailler la pierre comme on ferraille aujourd'hui le béton. Il va pousser la logique d'agrafage, si j'ose dire, de la pierre très loin. C'est d'ailleurs une des pathologies actuelles du Panthéon. Quand l'eau arrive sur ça marche pas, oui. Quand l'eau arrive sur le fer rouille, claque, et donc il fait, évidemment, il se dilate dans la pierre qui éclate. Et donc il va par exemple fabriquer de manière très empirique, on est très 18e là, une machine à écraser les pierres pour voir à quel point de résistance la pierre s'arrête de supporter le poids qui est sur elle. Parce qu'évidemment, le drame, c'est qu'il a été trahi par un entrepreneur qui a un peu rapidement construit les premières piles au centre de l'édifice. Et il y a des tassements très impressionnants. On les voit encore aujourd'hui quand on est dans le Panthéon, si on a l'œil. Il y a 22 cm presque dans une des nefs. C'est très curieux à voir. Ça tient, mais on se demande un peu comment. Et donc, il va être immédiatement attaqué par toutes sortes de gens qui sont jaloux, évidemment, ça c'est normal, et qui disent, mais au fond, ce Soufflot qui n'a jamais reçu de formation, est-ce qu'il est bien capable de construire l'église? Est-ce qu'elle va pas nous tomber sur le nez? Il y a un architecte qui s'appelle Pierre Pat, comme par hasard quelqu'un qui n'a rien construit, qui va faire un livre extrêmement agressif en 1770 contre Soufflot. Et c'est là que devient assez touchant le soutien du jeune Louis XVI, qui, dès qu'il est roi, fait venir Soufflot à Versailles et se fait expliquer les plans,
justement parce qu'on sait son esprit scientifique et sa curiosité pour dire à Soufflot, je vous soutiens, je maintiens le chantier jusqu'au bout. Alors il y a dans l'exposition une salle passionnante et c'est un peu la révélation de toute cette affaire, ce dont vous nous parliez dès le tout début de cette émission, Alexandre Gady. C'est la passion de Soufflot pour le gothique, pour cet exemple médiéval dont vous parliez à l'instant. Ça, c'est un aspect qu'on a eu tendance très longtemps à mettre de côté. Oui, parce qu'on est très embêté avec le gothique. On nous a enseigné que jusqu'à Viollet-le-Duc, pas de salut. Évidemment, tout ça est faux. Et que, en fait, la passion du gothique n'a jamais quitté les gens de l'époque moderne. Simplement, ce qu'ils n'aiment pas, c'est le décor. Les choux frisés, les gargouilles, tout ça les amuse plus du tout. En revanche, ils sont tout de même tous très amoureux de la structure. Parce que lancer des voûtes minces à ces hauteurs, ça les fascine. Et j'ai mis en parallèle dans l'exposition une chose peut-être qu'on avait trop oubliée, c'est que parallèlement au chantier de Sainte-Geneviève, Soufflot a été l'architecte en chef de Notre-Dame de Paris. Et pendant 20 ans, c'est lui qui s'est occupé de Notre-Dame. Et alors, on ne le sait pas, parce que Viollet-le-Duc s'est acharné à détruire systématiquement tout ce qu'avait fait Soufflot. Alors, c'est incroyable. Il y avait du gothique Soufflot, il y avait du Soufflot. Et la tout ça concurrence des architectes d'une génération à l'autre. C'est assez effroyable. Et notamment, vous le savez, à la demande express du clergé, il avait mutilé le tympan de la porte centrale de Notre-Dame pour faciliter les processions. Et ça, Viollet-le-Duc ne lui pardonnera pas. Mais dans l'exposition, on voit la plaque d'inscription de la pose de la première pierre qui a été retrouvée dans le sol, scellée dans la pierre par Viollet-le-Duc, qu'il a donné au musée de Cluny, qui nous l'a généreusement prêté. Donc des travaux qui sont évoqués, non pas, c'est trop fort de dire en parallèle avec Sainte-Geneviève, mais rappeler qu'il était capable d'être l'architecte et de Sainte-Geneviève et de Notre-Dame de Paris. C'est bien de l'avoir souligné et mis à ce point en valeur dans l'exposition. Alors l'affiche montre un très beau portrait de Soufflot. On a l'impression d'un homme à la fois plein de philosophie, plein d'une forme d'humanité revenue de tout et en même temps un œil assez perçant. Quel homme était-il en vérité? C'est un homme seul d'abord, il ne s'est pas marié, c'est rare sous l'Ancien Régime. Oui. C'est un homme qui était connu pour sa courtoisie, il était notamment, les ouvriers l'appréciaient beaucoup sur les chantiers, et ça c'est aussi un trait assez étonnant. Il était d'une hypersensibilité, le portrait de Vandelou auquel vous faites allusion, qui nous a été prêté par le Louvre, qui est un portrait sublime, parce qu'il est à sa table de travail en train de dessiner Sainte-Geneviève, montre un homme totalement concentré dans son métier. Un critique disait au fond sa pensée est contenue tout entière dans son compas. Mais je pense que c'est quand même un peu plus compliqué que ça. C'est un homme d'une très grande sensibilité, il a été très affecté par les attaques qui ont été faites contre lui. Il était très fidèle. Tous ceux qui ont travaillé pour lui ont toujours marqué cette fidélité. Ses élèves, Rondelet qui a fini le Panthéon, Brébion, son neveu Soufflot le Romain, on voit très bien qu'il y avait autour de lui une espèce de clan des amis très soudés et il a laissé l'image d'un personnage particulièrement attachant, je crois. Merci beaucoup Alexandre Gady. La dernière partie de l'émission va vous intéresser puisque en cette veille des Journées européennes du patrimoine, nous allons parler de la notion de monument historique. D'ailleurs, j'aurais une petite question à vous poser. Europe 1, au cœur de l'histoire. 14h-15h, Franck Ferrand. Et c'est l'heure, Franck, de notre nouveau rendez-vous, Retour aux origines, et vous nous expliquez aujourd'hui les origines des Journées du patrimoine. Et oui, ce sont ces Journées européennes du patrimoine. Elles sont européennes depuis 1991, pour tout vous dire, puisqu'auparavant, elles étaient simplement des journées nationales, portes ouvertes des monuments historiques. Et ça a été créé en 1984. 12 millions de visiteurs, 16 000 monuments ouverts, 22 000 animations, etc. Et maintenant, il y a un très grand nombre de pays participants. Au total, dans toute l'Europe, ça représente 30 000 monuments ouverts. Alors, on dit monuments, on parle de patrimoine, tout ça nous paraît aujourd'hui tout à fait naturel. Il faut bien être conscient que c'est une notion qui est relativement récente. Alors pendant longtemps, on a dit la notion est née au milieu du 19e siècle. Ça n'est pas vrai. Nous avons vu à l'instant avec Alexandre Gady qu'au 18e et même au 17e et même, disons-le clairement, au 16e siècle, il y avait déjà un intérêt pour les monuments du passé. Il y avait déjà des politiques de protection et l'on a vu sous Louis XV, on n'a pas eu le temps là d'entrer dans le détail, mais on a vu les bâtiments du roi sous la direction de Marigny, à l'époque du règne de Louis XV, restaurer littéralement à l'identique un certain nombre de monuments anciens. Donc il y avait déjà cette sensibilité, mais c'est avec la Révolution française que la notion naît réellement. En 1790 est créée la Commission des monuments. Il faudrait parler de l'abbé Grégoire, il faudrait parler évidemment d'Alexandre Lenoir et de tous ces amoureux des vieilles pierres qui ont joué un rôle important. La notion de monument historique, c'est vrai, n'est définitivement officialisée que bien plus tard avec la monarchie
de juillet, on est sous Louis-Philippe, c'est François Guizot qui va créer ce fameux poste d'inspecteur général des monuments historiques. Alors là, oui, on est en pleine période historiciste, on est dans la passion pour le Moyen-Âge et pour le gothique, justement, et vous savez qu'on sort de toute cette période qu'on a appelée néo-gothique, où les artistes se sont beaucoup inspirés de ce qui avait été fait au Moyen-Âge, et donc le premier inspecteur général des monuments historiques, c'est le célèbre Prosper Mérimée, bien entendu, jeune écrivain et archéologue de 31 ans à l'époque, en 1834. Il va établir les premières listes de monuments pendant très longtemps. Il va travailler pendant des années et des années à faire le tour de la France, à repérer tout ce qu'il peut y avoir de plus remarquable en termes de monuments. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'au 19e siècle, on fait entrer dans cette catégorie de monuments des choses très anciennes. À l'époque, les palais ou les hôtels du 18e siècle ne sont pas encore considérés comme des monuments. La première loi sur les monuments historiques en France, elle date de 1887. En attendant la grande loi dont on célèbre cette année le centenaire, la loi de 1913, qui a été réformée en 2004, Alexandre Gady, et qui est encore en application pour une grande partie de ses dispositions. Oui, et nous l'aimons tendrement, cette loi. Nous avons la certitude que c'est une des meilleures lois possibles pour le patrimoine. D'ailleurs, elle serait sans doute pas votée dans les termes où elle l'avait été en 1913 aujourd'hui au Parlement. Et en cette année de centenaire, il y a des grands projets de la réformer ou de l'améliorer. Moi, je dirais qu'il faut surtout l'appliquer, la conserver précieusement comme elle permet de conserver les monuments, parce que à vouloir toujours changer la loi, on finit par se perdre un peu. Merci beaucoup Alexandre Gady. Soufflot, un architecte dans la lumière, c'est le titre de la très belle exposition que vous proposez au Panthéon jusqu'au 24 novembre prochain. Vous êtes en train aussi d'écrire, de mettre à la dernière main un ouvrage sur les jardins des Tuileries d'André Le Nôtre. On célèbre cette année bien sûr le 400e anniversaire d'André Le Nôtre. Vous aurez l'occasion de venir nous parler de tout ça bientôt. Et puis, puisque nous sommes à la veille de ces journées du patrimoine, je vous rappelle qu'Europe 1 est ouvert pendant tout le week-end. Vous allez pouvoir venir visiter nos studios. Moi-même, je serai là demain samedi à 16h et dimanche à 14h pour vous raconter l'histoire d'Europe 1. Ce sera pas, c'est pas une émission à l'antenne, ce seront des conférences que je donnerai sur place pour ceux qui se seront inscrits, soit via le club europe1.fr, soit par mail à relationsauditeurs, tout cela au pluriel et attaché, @europe1.fr, relationsauditeurs@europe1.fr. Voilà, j'espère avoir été clair et que vous serez nombreux demain et dimanche. Bonjour Elena Morna. Bonjour Franck, bonjour à tous. Alors moi aussi je serai là demain, mais à partir de 11h. Je sais pas comment je dois le prendre, le fait de faire partie des monuments historiques, mais bon voilà, j'y serai. Et je vous attends moi aussi très nombreux. Alors aujourd'hui avec les experts européens, nous parlons des nouvelles façons de travailler, le télétravail, les bureaux partagés, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients. J'attends comme chaque jour vos questions, vos témoignages. Vous connaissez le numéro de téléphone au standard qui est ouvert, 39 21, 34 centimes d'euros la minute. Et sur europe1.fr, les experts s'installent et on vous attend. Franck, vous aussi d'ailleurs. Eh bien, merci beaucoup Elena. Peut-être à demain dans les murs d'Europe 1. Et pour ce qui est de l'antenne, à lundi Céline. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire, 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 au cœur de l'histoire.